Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui avec ce calage un petit peu bancal, j'espère que ce ne sera pas trop perturbant. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui que j'adore personnellement regarder sur les chaînes littéraires. C'est la vidéo de fin d'année par excellence. Je vais vous présenter aujourd'hui mes meilleures lectures de l'année. J'ai fait une petite sélection de 9 livres. Je suis en train de vérifier, mais oui, ce sont tous des romans. Il n'y a pas d'ouvrage graphique, ni de bande dessinée, ni de manga, mais je suis très contente parce que justement cette année elle a été assez riche en lecture et en découverte, puisque je ne me suis vraiment pas fermée à certains genres que je ne diabolisais pas avant, mais disons que je disais que c'était pas mon genre, pas mon style, et puis finalement cette année j'ai lu beaucoup plus de graphiques. Notamment parce que j'ai une super BU dans lequel il y a beaucoup d'ouvrages récents et qui m'intéressent. Également cette année j'ai découvert, on dirait que ça n'existait pas avant, les mangas, et avant c'est pas que je diabolisais ça, mais à mon sens c'était, bon déjà je ne comprenais pas le principe, le sens de lecture c'était trop pour moi, mais je sais pas, pour moi c'était pas intéressant, c'était pour les enfants, enfin... Ah, insultez-moi. Mais vraiment j'ai adoré cette découverte aussi. Bon, aucun manga ne fait partie de cette sélection. Cependant, je peux vous dire que le manga que j'ai préféré lire cette année, c'est Spy Family, que j'ai pu lire complètement grâce à une amie qui m'a prêté les 11 tomes. Merci Lucille. Et voilà, c'était fabuleux. Donc je vais commencer tout de suite. Alors il n'y a pas de classement, de hiérarchie pour l'ordre dans lequel je vais présenter les livres. Certaines lectures remontent à quelques mois, même peut-être presque un an. Donc soyez indulgents si je m'éparpille un petit peu dans l'intrigue. Je vais essayer de résumer brièvement chaque ouvrage. Alors, premier coup de cœur de l'année, ça ne surprendra sûrement pas les gens qui me suivent sur Instagram, mais ce premier coup de cœur, c'est donc Rebecca de Daphné du Maurier, que j'ai lu au tout début de l'année, puisque c'est ma première lecture de janvier 2023. Ce roman, je l'ai trouvé fabuleux par de nombreux attraits, que ce soit au niveau... déjà du mythe de Rebecca, puisque Rebecca, sans vous spoiler l'intrigue, Rebecca c'est le nom du roman. En fait ce personnage on ne va jamais le rencontrer de son vivant. Rebecca c'est un peu un fantôme puisque c'est la femme, la défunte femme du veuf Maxime de Winter, je crois, oui, de Winter, et donc on ne la connaîtra pas de son vivant, mais elle hante l'esprit de chacun des personnages pendant tout le roman. C'est-à-dire qu'on arrive dans une demeure Manderley, une demeure vraiment typique, enfin on a toutes les caractéristiques du château gothique, c'est merveilleux, c'est fabuleux à lire. Et donc on arrive dans ce manoir majestueux, dans ce domaine, et en fait on ne parle que d'une personne, Rebecca. En fait la jeune Ophélie de Winter qui vient de se marier à Maxime découvre les lieux, et en fait à partir du moment où elle pose le pied dans le manoir, on la compare à Rebecca, et ça va la hanter un bon moment. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Rebecca c'est aussi pour moi un crescendo des vengeances. J'en avais parlé comme ça dans ma description Instagram. C'est difficile de vous expliquer comment je pense le terme de vengeance par rapport à l'intrigue sans vous spoiler, donc je ne vais pas trop en dire. Moi j'ai trouvé ça fabuleux, et la petite Ophélie, c'est Ophélie, je crois me tromper en fait. Ce n'est pas Ophélie. Oh là là, je suis perturbée. Bon, excusez-moi, après avoir cherché une dizaine de minutes, je n'arrive pas à trouver son prénom, je ne sais pas si elle est elle-même nommée, en tout cas Madame de Winter. Qu'est-ce que je voulais dire sur elle? Je ne me souviens plus. Mais aussi Rebecca, pour revenir un petit peu là-dessus,
C'est l'histoire un peu d'une ascension sociale et moi j'adore ça. Enfin, ascension sociale, elle est au second plan mais elle est tout de même là puisque au début du roman, la narratrice, donc la future Madame de Winter, est plus qu'une domestique, enfin elle est un petit peu la femme à tout faire d'une femme abjecte, Madame d'Anvers, je crois. D'Anvers. Et elle est très très maltraitée, on abuse beaucoup d'elle et puis à la fin elle se voit quand même maîtresse d'un domaine, alors certes elle souffre. D'ailleurs je me rappelle très peu de la fin. Mais non, mais dans tous les cas je crois que je vais m'arrêter là sinon je vais transformer le roman. Mais c'est un livre à lire puisque en plus au niveau du style ça se lit mais tout seul. Ça se dévore, les descriptions ne sont pas longues, il n'y a pas de longueur réelle. La chronologie se fait très bien et on a vraiment envie de découvrir la vérité, donc on dévore ça très vite. Bon, je promets que mes prochaines vidéos contiendront des avis plus constructifs parce que là, je vais enchaîner en plus avec un roman dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo de mes meilleures lectures de l'été et ce roman c'est le roman de Michel Quint, L'espoir... Oui, L'espoir d'aimer en chemin. Alors je ne l'ai pas actuellement puisque je l'ai prêté à ma tante, mais... je ne sais plus. Mais c'est un roman que j'ai trouvé fabuleux. Il est extrêmement touchant. On y découvre une histoire de famille, d'immigration et de passion pour les marionnettes. Et tout ça, c'est tissé sur un fond de tendresse. Mais c'est beau, c'est d'une poésie. Et pourtant, les événements que décrit le narrateur... Donc en fait pour vous expliquer, le narrateur est marionnettiste et il se confie à un jeune garçon qu'il va voir tous les jours à l'hôpital. Ce jeune garçon est dans le coma. Et tous les jours il va lui raconter un moment clé de sa vie, il va lui raconter son histoire. Donc, je disais avant d'être coupée, les événements que confie ce narrateur sont d'une violence extrême puisque voilà, c'est l'histoire d'une immigration, d'une déchirure familiale et même s'il y a la passion des marionnettes, il y a tout ce destin fragile car l'histoire familiale est complexe et donc ce qu'il décrit c'est d'une immense violence, c'est profond mais il le décrit d'une telle façon on dirait en fait un spectacle de marionnettiste. Finalement, c'est pure poésie, pure tendresse. Moi, je ne peux que vous recommander de le lire. Michel Quint, moi j'avais aussi lu Aimer à peine et un autre. Mais en tout cas, je vous recommande les récits de Michel Quint puisque ce sont souvent de très petits ouvrages avec énormément de tendresse, de poésie, Voilà, pour moi c'est une caresse littéraire, ça se déguste, parfois ça fait pleurer, mais ça fait du bien. Voilà, je recommande Michel Quint. Ensuite, encore un roman que je vous avais présenté dans mes meilleures lectures d'été. Ce roman, c'est Betty de Tiffany McDaniel. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Je vous renvoie à la vidéo où j'en avais parlé dans mes meilleures lectures d'été du coup. Pour faire court, Betty, c'est l'histoire d'une petite fille. Pareil, c'est une belle brique. On en entend beaucoup parler, mais sincèrement, il vaut la hype. Par contre, il faut être assez averti des sujets abordés, puisque voilà, Betty, c'est l'histoire d'une petite fille, mais c'est aussi avant tout l'histoire d'un drame familial, puisque Betty, elle vit avec 2 frères et 2 sœurs. Enfin, en tout cas, c'est une famille nombreuse, une famille aimante, mais qui se déchire. Et dans cette famille, il y a des drames avec des sujets de deuil, la santé mentale fragile, également des sujets d'inceste, de viol.
également de racisme, de harcèlement. Voilà, c'est un roman assez lourd, aussi bien physiquement que dans son contenu. Mais c'est un roman, je pense, qui est à lire, puisque pour moi, c'est un roman aussi qui témoigne d'une véracité. En tout cas, ces drames-là aux États-Unis, ils ont existé. J'ose espérer que ça n'existe plus. Mais voilà, c'est aussi en quelque sorte un roman un petit peu devoir de mémoire par rapport à justement ces tribus indiennes, les Cherokees, les descendants des Cherokees. Moi j'ai adoré découvrir un petit peu leur tradition, notamment cette façon qu'ils avaient de mettre la femme au cœur de leur quotidien. La femme et la nature, pour eux, c'est l'abondance, la bienveillance, la sérénité et tout le pilier de leur vie et repose sur les femmes et la nature. Moi, je le recommande peut-être pas à tout le monde, sincèrement, il faut être averti, comme je vous ai dit, et prêt à encaisser tout ça, mais c'est un très très beau roman. Alors là, je suis en train de prendre ma tablette avec mes petites notes, enfin petites notes, très peu. C'est là où je perds un petit peu la chronologie, je ne sais plus quand j'ai lu quoi. Donc je vais ensuite poursuivre en vous présentant La vie invisible d'Adi Larue. Donc je vous mettrai la couverture et les références puisque je ne sais absolument pas prononcer le nom de l'auteur, c'est assez scandaleux. Mais La vie invisible d'Adi Larue, j'en avais beaucoup entendu parler parce que je voyais la jolie couverture passer, voilà, sur les réseaux. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Pour moi c'était une romance à la limite, un livre triste pour jeunes adultes, young adultes, you know. Et en fait, lorsque je l'ai vu à ma vie, je me dis allez, pourquoi pas, lançons-nous, et ça a été une fabuleuse découverte. Adi Larue, je trouve que c'est une intrigue, enfin sincèrement, moi je l'ai trouvé originale. Après j'ai peut-être pas beaucoup de recul parce que j'ai pas une expérience de vie qui peut me permettre de tout critiquer et analyser, mais j'ai trouvé que ça sortait de l'ordinaire. Puisque Adi Larue, c'est un être un petit peu maudit, puisqu'elle a dû faire un pacte avec le diable qui fait que, en échange d'une vie éternelle, donc ça fait des siècles et des siècles qu'elle vit, il y a la malédiction qu'aucune personne ne peut se souvenir d'elle. C'est-à-dire que chaque journée, elle rencontre des gens, elle peut passer des moments agréables avec eux, mais le lendemain, ils ne se souviennent plus d'elle et... Enfin, je pense que vous comprenez, en fait, c'est horrible. Jeune, je n'avais pensé à ce genre de malédiction, enfin de pacte avec le diable. J'avoue que c'est affreux, le fait de ne pas pouvoir marquer les gens, que les gens ne puissent pas retenir ne serait-ce que notre prénom, notre visage, et c'est terrible. Et dans ce roman, justement, on suit donc son quotidien, on comprend vite la trame, et un jour, un jeune homme qu'elle va rencontrer dans une librairie va se souvenir d'elle. Tadam! Et là vous vous dites mais waouh, c'est génial. Oui, c'est génial, il faut le lire, il faut découvrir pourquoi ce jeune homme se souvient d'elle. Bien sûr, il va y avoir une histoire d'amour, et plus que de l'amour, il y a quelque chose de très spirituel. Enfin, la psychologie des personnages est vraiment assez travaillée. D'ailleurs, elle est bien travaillée puisque le livre s'étend quand même sur au moins 700 pages. Mais sincèrement, pareil, ça se lit vite, il n'y a pas de longueur. On a envie de découvrir la suite et c'est un roman que je ne peux que recommander. Alors là, c'est un roman que j'ai. Un roman que j'ai lu pendant une période pas très fun, mais alors je l'ai dévoré. Il fallait que je présente un roman de Zola cette année puisque j'ai bien avancé dans ma conquête des rougon-macquart, et cette année j'ai eu l'occasion de lire Pot-Bouille. Pot-Bouille, j'ai adoré, car c'est le tome qui précède Au bonheur des dames, et dans Pot-Bouille on découvre un petit peu l'ascension d'un certain Octave Mouret, qui s'avère que
Enfin franchement dans ce tome je l'ai trouvé abject. Vraiment il me dégoûte. Même si dans le tome suivant, si on lit d'abord Au bonheur des dames puis après Pot-Bouille, ça change tout. Mais sincèrement Pot-Bouille j'ai adoré. Encore une fois, je sais pas trop comment le résumer simplement, mais Zola nous dresse un portrait du Paris du 19e siècle encore très intéressant. On est quand même dans les hautes sphères mondaines, on suit tout ce petit Paris hypocrite. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Je ne sais pas comment en parler en fait sans vous spoiler, mais lisez-le, c'est tout. Alors vous allez vraiment croire que mes lectures sont uniquement les lectures que je poste sur la chaîne, puisque les 2 romans suivants sont des romans dont j'ai déjà parlé dans des vidéos. Les 2, je leur ai consacré des vidéos chacun. Donc je vous renvoie vers ces vidéos. Mais brièvement, je voulais vous parler d'Aurélien d'Aragon que j'ai lu tout récemment, mais sincèrement, ce livre, je suis persuadée que dans quelques mois, quelques années, je m'en souviendrai et je le relirai avec plaisir. Aurélien, c'est l'histoire d'un amour qui n'est pas saisi, l'histoire d'un amour loupé. C'est l'histoire d'une frustration et c'est tellement profond, un amour qui n'est pas vécu, qui n'aboutit pas. C'est frustrant. Mais c'est passionnant à lire, on déborde avec les personnages. Moi l'écriture d'Aragon, sincèrement, elle me transcende. Pour être claire, je vivais avec Aurélien et Bérénice et c'est ça que je trouve fabuleux, puisqu'en plus, ce qu'il décrit dans ce roman, c'est bien plus que une romance traditionnelle, bien plus que une attirance physique ou de simples sentiments. En fait, tout est beaucoup plus complexe et profond. C'est aussi une description de l'après-guerre, de ce Paris avec Aurélien qui est maussade, il ne fait rien de sa vie. C'est un personnage frustré et frustrant finalement. Ah, j'ai envie de le secouer Aurélien. Mais voilà, il se repose sur des acquis, de l'argent qu'il a et en fait, sa seule chance, la seule chance de sa vie, c'est Bérénice et il ne la saisit pas et c'est monumental, il faut le lire. Ensuite, je voulais vous parler, j'enchaîne parce que là je vois que le temps tourne, mais je voulais vous parler, pardon, je n'arrête pas de regarder, de Délivrance de Toni Morrison que j'ai découvert également très récemment. J'en ai fait une vidéo. Là tout de suite je ne sais pas quoi dire dessus. Délivrance, oui, c'est un roman qui m'a bouleversée, je ne sais pas actuellement quoi dire dessus. Donc pour faire simple, je vais vous lire ce que j'avais mis sur Goodreads. Super la référence, la spontanéité, on est là. J'avais mis premier coup de cœur automnal, j'ai adoré ce roman, son fond, sa forme, tout y est fait pour que le lecteur ait envie de dévorer la suite et qu'il monte en tension avec les thématiques abordées. C'est vrai, c'est réel. Les personnages sont torturés, meurtris, vicieux, menteurs, trompeurs, violents, mais ils sont d'une telle humanité et on ne peut qu'être empathique face à leur portrait. Sweetness, donc le personnage principal, donne naissance à une enfant noire malgré elle. Ni elle ni son conjoint le sont, c'est inexplicable et c'était une honte, une tragédie pour la famille. De cette honte, elle va tout faire pour forger l'enfant face à ce qu'elle s'imagine être la vraie vie d'une enfant noire, cauchemardesque et remplie de discrimination. En éduquant sa fille ainsi, elle la prive de tout amour maternel et la jeune Lula Anne se met alors en tête de tout faire pour être reconnue par sa mère à n'importe quel prix. Devenue bride, la jeune femme fait de sa couleur sombre une force. Elle excelle au niveau professionnel, cependant, elle ne cesse de courir après un homme, Booker, qui la fuit à la suite d'un de ses mystérieux comportements cachant un terrible aveu. Le dénouement n'est que merveille à découvrir, j'ai adoré. Oui, je ne peux que vous recommander Délivrance de Toni Morrison. Toni Morrison, en plus, c'est une autrice
une autrice, oui j'ai bien dit autrice, donc déjà c'est une femme, c'est un point pour lequel il faut la lire. Elle est américaine, c'est une autrice noire, elle écrit divinement bien, donc il faut la découvrir, voilà c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite un roman tout récent que j'ai rendu aujourd'hui à la bibliothèque, c'est le prix Goncourt de Jean-Baptiste Andréa, c'est... je ne sais plus le titre. Veiller sur elle, pardon. C'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. J'ai filmé normalement un vlog lecture, je ne sais pas s'il paraîtra avant ou après cette vidéo, mais c'est une lecture que j'ai adorée, ma maman aussi l'a lu et a adoré. C'est une plume qui se lit très bien. J'ai été perturbée un petit peu parce qu'il y avait certaines longueurs dans le récit, mais je le recommande, c'est une histoire magnifique, une histoire tendre, encore une fois. C'est une histoire d'amitié entre Mimo et Viola. Tout ceci se déroule en Italie dans la période de l'avant-seconde guerre, pendant l'émergence du régime de Mussolini notamment. Il y a, justement en parlant de Mussolini, il y a un fond assez profond justement. J'ai aimé que Jean-Baptiste Andréa creuse un peu l'engagement politique et les convictions de ces personnages. Ces personnages ils sont débordants de curiosité, ils sont atypiques puisque Viola, Viola c'est un peu un cliché mais elle est tellement surprenante et elle déborde de vie, elle est merveilleuse. Viola donc c'est une fille d'aristocrate, elle est très intelligente, je pense qu'on peut la qualifier de surdouée, elle déborde d'idées et elle est fabuleuse et donc elle fait la connaissance de Mimo. Mimo c'est un jeune garçon qui est un petit peu abandonné, enfin pas vraiment abandonné mais son père est mort au combat et sa mère est restée en France. Donc il est livré à lui-même et il est confié à un artiste sculpteur qui va un petit peu l'exploiter, le maltraiter, le battre tout simplement. Mais donc Mimo c'est un sculpteur, un excellent sculpteur. Il a un don incroyable, il a appris à sculpter avec son père et il va exploiter cette force, cette passion tout au long du roman et c'est ce qui va lui permettre une ascension sociale certes, mais aussi une ascension sur tous les plans. Je ne sais pas comment expliquer, mais la sculpture c'est vraiment son art et sa vie. Mimo est un nain. En fait c'est un nain et sans cesse il va être discriminé pour ça aussi. Et vous avez pu voir dans ma sélection que beaucoup des romans que je vous ai présentés sont des romans un petit peu torturés avec des gens qui souffrent et notamment enfin tout ce qui est les romans qui mettent en lumière les combats face aux discriminations me touchent beaucoup et j'ai beaucoup aimé aussi cet attrait là dans ce livre. Donc voilà, je vous le recommande chaudement. Après je sais qu'il a aussi déçu certains mais bon, il y en a pour tous les goûts, il faut découvrir en tout cas cette plume. C'est pas un roman qui vous prendra du temps sincèrement parce que bien qu'il fasse plus de 500 pages, il se lit très bien et très vite. Et attention, dernier roman de cette sélection de mes meilleures lectures. Là peut-être que je réagis un peu à chaud parce que je l'ai encore lu assez récemment et comme j'ai été immergée dans ce roman pendant de longues semaines, là tout de suite forcément j'y pense comme une de mes meilleures lectures parce que oui c'est un roman qui m'a marqué et que j'ai apprécié. Après je ne sais pas par rapport aux autres un petit peu où le situer, mais ce roman c'est Les Mystères du Dolphe d'Anne Radcliffe que j'ai découvert lors du Littératon Gothique organisé par Nabolita. D'ailleurs je ne vous ai pas fait de retour par rapport à ce Littératon Gothique, mais en fait j'ai pu lire très peu de romans finalement que j'avais prévu. Actuellement je suis en train de lire Frankenstein, mais j'ai lu Carmilla en anglais, Les Confessions d'un pêcheur justifié et Les Mystères du Dolphe, et c'est à peu près tout. Donc je suis un peu, enfin je ne suis pas déçue car honnêtement j'ai adoré découvrir ces romans-ci.
Simplement, bon, j'avais été un petit peu ambitieuse, mais voilà, je me laisse le temps de découvrir cette littérature gothique. J'ai d'ailleurs acquis quelques ouvrages aussi avec des nouvelles à lire dans cette thématique, donc je vous en parlerai sûrement. Mais donc pour revenir au mystère du Dolphe d'Anne Radcliffe, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, notamment par son côté, je dirais cinématographique, je sais pas si c'est le bon terme, mais en fait dès le début du roman j'ai été plongée directement, j'avais les images en tête, l'atmosphère, les personnages, les domaines décrits, les forêts, tout est fait pour être complètement immergé et on déborde de curiosité aussi pour découvrir la suite et pour comprendre en fait, parce que les mystères du Dolphe, il y a mystère dans le titre, effectivement on a envie de découvrir ce qui se passe à Udolphe, qui se cache derrière ces étranges manifestations on va dire et voilà, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que le personnage principal central soit Émilie et qu'elle casse un petit peu les codes. Bon, bien qu'on ait quelques clichés quand même dans la romance avec Valancourt, aussi avec tous ces mariages qui sont organisés à son égard, sans la consulter, bon... quelque part c'est pas cliché puisque c'est réel, ça a existé, mais en fait c'est un petit peu vu et revu, je m'y attendais, mais ça n'a rendu le personnage que plus fort parce que Émilie elle a cette force de volonté, elle a un impact, elle perd des êtres chers et dans chacun de ces moments, que ce soit lorsque son papa la quitte, lorsque sa tante, qui est un être abject pourtant, la quitte, on a envie d'être avec Émilie, de lui donner un mouchoir, de lui tenir la main. Émilie, on ne peut être qu'empathique pour cette jeune fille, empathique mais aussi admirative, puisque comme je le disais, c'est un personnage admirable. J'ai été quand même assez surprise par l'écriture d'Anne Radcliffe et j'ai aussi été surprise par cette fin puisque je ne m'attendais pas à ce que ça se termine si bien. Bon, même si... Oh, mes rideaux. Même si il y a de la casse puisque tout le monde n'en sort pas indemne, la fin est quand même plutôt happy end, joyeuse. Voilà. En tout cas, je vous recommande cette lecture. Après, il faut être, je vais pas dire qu'il faut être un lecteur aguerri puisque je ne me qualifierai pas de lectrice aguerrie, mais il faut une certaine concentration. Le livre est dense, l'écriture d'Anne Radcliffe est assez élaborée. Enfin, on voit que c'est j'allais dire un classique, mais je n'aime pas dire ça puisque ça veut pas dire grand chose, mais voilà, il faut... c'est pas le genre de lecture que vous pourrez lire dans le train, il faut le savoir, mais c'est une très belle lecture à faire et à découvrir. Voilà, j'ai terminé ma petite vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée entièrement. J'espère que quelques livres mentionnés pourront vous donner des pistes ou vous convaincront qu'il faut les découvrir. J'espère ne pas avoir été trop confuse dans mes explications, j'espère que j'aurais pu même peut-être vous faire sourire. Ce serait merveilleux. En tout cas, en attendant, je vous souhaite de passer de très belles fins d'année. D'ici là, portez-vous bien, lisez bien. Mais également bonne année, passez de bonnes fêtes et bonne année, on se revoit en 2024.